Alors c'est un chapitre qu'on va ouvrir qui devrait tous nous concerner. C'est l'évolution de notre système de santé. Et pour l'inaugurer, il m'a été demandé, au titre de ma position représentante donc, du CNP d'ophtalmologie, de vous parler de ce gros dossier qui vient de s'ouvrir, qui est celui de la révision de la nomenclature des actes. Alors, vous le savez que depuis 2005, c'est la Caisse d'assurance maladie qui gère nos cotations. Elles sont donc utilisées depuis ce 31 mars 2005 avec plus de 13 000 actes au total, toutes spécialités confondues qui font partie donc du recensement des activités en particulier de chirurgie, mais pas que, également de tous vos actes techniques. Ce coût modique est représenté par 9,4 milliards d'euros par an. Et donc la CNAM se dit qu'il est temps de relooker ce contenu de nos cotations en faisant évoluer les techniques et les pratiques, en identifiant les actes obsolètes et aussi en considérant que dès qu'on doit introduire d'innovation, la procédure est trop longue, elle est sûrement inadaptée, ça, on est tous bien sûr en accord sur ce constat, et surtout il y a une absence de maintenance de la CNAM jusqu'alors. Donc une décision a été prise, révisons les cotations, toutes spécialités confondues. Pour ce faire, il y a eu la création du Haut Comité, du Haut Conseil des nomenclatures, avec le but pour lui de simplifier et toiletter, enlever ce qui ne mérite plus d'exister, introduire plus de pertinence et d'efficience dans les hiérarchisations de nos actes et puis réduire les délais d'évaluation et d'inscription des actes médicaux. C'est la feuille de route qui est destinée à lutter par rapport aux limites que je vous ai identifiées. Alors c'est une interface, ce Haut Conseil, entre les tutelles représentatives, la HAS, le ministère de la Santé, mais également l'industrie, et les CNP là-dedans ont comme mission de définir le groupe de travail et un certain nombre d'experts qui doivent représenter chacune des spécialités. Donc ce HCN joue un rôle de coordination des acteurs avec comme objectif de piloter si possible avec une garantie d'indépendance dans les travaux conduits. Voilà comment le HN est composé. Vous voyez, c'est 12 membres qui viennent de tous les horizons. Vous voyez qu'on a la HAS, on a aussi les usagers qui figurent aujourd'hui dans toutes les instances, et puis le président de la CHAP, et ces nominations d'un certain nombre d'acteurs, dont un d'ailleurs, Frédéric Fossati, va devenir bientôt le président de la Fédération des spécialités médicales qui orchestre tous les CNP. Alors les missions, elles sont listées. Alors c'est pas les diapositives les plus sympathiques que je vous présente depuis le début de ce congrès, mais bon, c'est une liste de missions. Et vous voyez qu'on doit définir et étudier les 36 familles d'actes, qu'il y a pour chacun des spécialités la définition d'un référent. Pour nous, ce sera Pierre Pégourier, et puis des experts pour le comité clinique. Et vous verrez qu'on s'est bien mis en démarche pour ce qui concerne l'ophtalmologie. On doit hiérarchiser, et puis après, tout ça va basculer dans d'autres mains pour aller donc définir les recommandations. Le rapport va être fourni et transmis à la CHAP. Un rapport d'activité annuel sera rendu public et l'étape suivante, ce sera d'aller bien sûr vers la définition de la révision des coûts. Alors cette première étape, la voilà, c'est les comités cliniques qui ont été donc construits pour l'ophtalmologie, 13 experts plus un référent, Pierre Pégourier, que je vous ai déjà mentionné, avec une proportionnalité, la fameuse parité. Là, c'est pas homme-femme, c'est hospitalier libéral, avec 2 personnalités qui rejoignent chacun de ces comités cliniques, un médecin de santé publique, un économiste de la santé venant de la CNAM et un médecin du DIM. Et nous avons proposé donc ce rangement par rapport aux sous-familles dont les listes d'hyperexpertise sont tout à fait, bien sûr, communes et spontanément viennent à votre esprit, en particulier pour ce qui nous concerne ici, cataracte, implant réfractif, cornée conjonctive, glaucome, iris. Alors, le travail de ce comité, ça a été d'abord d'émettre un avis pour chaque acte. On a considéré chaque acte, on l'a regardé dans sa formulation originelle, on a redécrit le libellé si c'était possible, on l'a parfois regroupé, on a essayé de fusionner, on en a supprimé certains qui n'étaient plus pratiqués. Ça, il y a des chiffres qui disent quelle est la volumétrie réalisée pour chacun d'eux, et puis on a défini les actes repères. Ça veut dire identifier et choisir ces actes qui vont être considérés dans 3 registres. Le premier, c'est sa fréquence. Et puis ensuite, celui qui est le plus simple dans la famille considérée, celui qui est le plus compliqué. C'est comme ça que pour chacun de ces grandes familles, on a eu 2 à 6 actes repères en fonction donc des critères que je viens de vous énoncer. Alors voici les groupes qui sont concernés, et vous voyez que parmi eux, certains sont peut-être ici dans cette salle. On les remercie chaleureusement parce que c'est un sacré boulot que de décortiquer cette
cette longue liste des actes existants. Alors voilà pour la cataracte, vous voyez ce qui a été choisi comme acte repère. La phaco, fréquence, celle qui est dans le collimateur des tutelles, qui est fait ici sans dispositif de drainage. Repositionnement de cristallin artificiel, implantation secondaire, capsulotomie au laser YAG. On ne peut pas changer le label des actes repères. Pour la conjonctive, le ptérygion. Et puis l'exérèse sans autogreffe. Et puis l'injection sous-conjonctivale pour l'acte le plus simple. Pour la cornée, retrait d'un corps étranger profond, kératoplastie profonde, celle-là elle existe, mais il va falloir creuser un peu la possibilité de mieux décrire nos actes lamellaires, adaptation uniobilatérale de la lentille de contact, et vous voyez, pour astigmatisme irrégulier, celle-ci a été intégrée pour le kératocone pour un peu valoriser l'activité de contactologie. La réfractive, on la met hors champ, puisqu'elle a peut-être des libellés qui l'intitulent, mais vous savez qu'elle est hors cotation. Pour l'iris, c'est la hernie de l'iris, c'est l'injection de substances donc en chambre antérieure, c'est la plastie de l'iris comme acte le plus compliqué pour la décrire. Pour les actes d'imagerie, c'est la topographie. Alors, il y a une grosse prise de tête sur peut-on ajuster tomographie, topographie. C'est un acte repère. On ne peut pas, en l'état, changer son label. La pachymétrie, la biométrie. On va aussi essayer d'introduire la simple biométrie mesure de l'angle axial pour le suivi de la myopie. Et puis la tomographie, enfin le fameux OCT. Et celui-là, on veut bien sûr le décrire en segment antérieur et en segment postérieur, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. De ce fait, viennent spontanément à votre esprit tous ces actes manquants qui ne veut pas dire des actes non existants, il est des actes existants que vous cotez par assimilation, grosse problématique actuellement, puisque ces actes ne permettent pas leur traçabilité, puisqu'ils portent le label d'un acte qui s'y est rapproché. Donc on a pu introduire, grâce à Visu-Chir, dossier de l'année passée, un certain nombre de cotations qui sont des codes transitoires, sans valeur marchande au bout, mais qui pour essayer de définir le contour et la volumétrie réalisée avec ces actes encore manquants. Puis vous avez des actes innovants qui viennent d'arriver et pour lesquels il va falloir déclarer par le processus HS, avec une bonne nouvelle, une procédure dite accélérée qui ne devrait prendre que 6 mois au lieu des 2 ans habituels. Alors voilà les actes, vous voyez, auxquels on pense: OCTA, mébographie, microscopie confocale, abérométrie, optique adaptative pour les rétinologues, angio-OCT risquerait de s'appeler angiographie rétino-choroïdienne par scanographie en cohérence optique tridimensionnelle afin de ne pas dégrader l'angiographie et de ne pas, bien sûr, faire le fourre-tout, je dirais, avec l'OCT tout court. Et puis, il y a d'autres registres dans les actes, comme le sciacole le même jour, comme la mesure de la longueur axiale du globe oculaire, comme la gradation des anesthésies générales qui sont dans le pipeline de nos réflexions. Pour le cristallin, vous voyez, il a fallu décortiquer, notamment introduire la suture sclérale. C'est clair que mettre un implant à fixation sclérale, c'est pas la même chose que clipper en postérieur d'un iris ou que glisser un implant dans le sulcus. Donc la notion de phacoexérèse compliquée est actuellement dans les réflexions et dans l'objet de nos travaux de brainstorming, de la même façon que la cataracte bilatérale est également dans le dossier de la réflexion pour anticiper ce qui va arriver dans le futur. La cornée, c'est la greffe de l'un, mais c'est aussi tout ce que l'on fait en lamellaire antérieure profonde, en DIMEC, ablation d'un ou plusieurs fils de cornée. On a réalisé que ça n'existait pas. Et puis vous avez donc tout un nombre d'autres gestes plus anecdotiques, mais qui méritent d'exister. L'endoscopie pour le glaucome, l'endoscopie pour la rétine, la décompression orbitaire de la paroi latérale pour ceux qui s'intéressent donc à l'orbite. Et donc vous avez ainsi toute une réflexion pour essayer de ne rien manquer dans la raquette d'une révision qui va bien sûr durer et nous être imposée pour les 10 ans à venir. Donc il y a 2 processus: ajuster les actes existants en les relabellisant, et puis demander de reconnaître des actes qui n'existent pas encore. Et ça veut dire qu'il va encore avoir un gros travail de méta-analyse et donc un travail qui ce matin a été annoncé comme confié à en particulier tout le corps HU qui va devoir donner de la force active pour faire ce travail de positionnement scientifique. Et puis après, il y aura un comité d'hiérarchisation. Alors celui-là, il va d'abord bosser sur la hiérarchisation intrafamille. On va hiérarchiser des actes repères entre eux sur une échelle. La fameuse échelle qui est définie par les actes repères. Le plus réalisé, le plus fastoche, le plus compliqué. Et entre les deux, eh bien, on va essayer de mettre le curseur.
Donc il y a une mise en place d'un second comité. Et alors là, je fais appel à une grande attention de votre part. Certains d'entre vous, par la CNAM, vont être désignés comme pouvant faire partie de ce comité des 30 experts qui vont regarder tout ce que les comités scientifiques auront fait préalablement. Et donc, on vous en supplie, venez à nous et déclarez-vous, afin qu'on travaille tous ensemble pour qu'on n'arrive pas à nouveau à cette cacophonie telle que cataracte avec mix qui conduit à une dégradation de la cataracte. Donc ce serait bien qu'on ait le même regard, la même vision pour défendre la spécialité et qu'on n'aille pas vers la dégradation de la reconnaissance des pratiques. Ensuite, il y aura une hiérarchisation donc interfamille basée sur 1 ou 2 actes de référence. Et cette étape de hiérarchisation, celle-là, elle va être beaucoup plus risquée. Et celle-là, bien sûr, en prenant comme acte marqueur la cataracte, comme chez Danone, on en fait beaucoup, ça se fait bien, ça doit être dégradé, il y a un risque de décotation très importante. Alors les enjeux, ils sont là, et l'ophtalmologie, elle fait partie des spécialités cibles, puisque vous voyez, à nous tout seuls, sur les 9,4 milliards, on représente 2,1 milliards de cotations, enfin d'honoraires versés autour de ces actes. Donc c'est évident qu'on va être quand même ciblé et qu'on risque, comme on dit chez les jeunes, de prendre cher. Alors la hiérarchisation sera la prochaine étape, puis la valorisation, c'est les accords conventionnels avec les syndicats horizontaux. C'est là où, bien sûr, le point travail va être discuté. Donc en bref, cette révision de la nomenclature, c'est un gros chantier. C'est limité à la CNAM, mais pas que, parce que la HAS a son droit de regard et les CNP doivent y défendre leur spécialité. Nous avons eu souci, pour l'instant, d'essayer de ne rien oublier. Vous avez vu que le comité est formé avec des domaines d'hypercompétences, des experts qui ont été ciblés sur toutes ces grandes familles. Et c'est clair que la valorisation in fine, qui passera par cet accord conventionnel, va être une zone de vulnérabilité et qu'on doit vraiment travailler sur un rééquilibrage. Donc le CNP là-dedans, si vous ne savez pas ce que c'est ce qui vous représente. Et bien sûr, on est là pour essayer de corriger les erreurs de cette vieille cotation de la CNAM, pour mettre à jour, simplifier, fusionner, faire reconnaître, introduire l'innovation, pour travailler à des coefficients de valorisation pour la pédiatrie, pour les grosses morbidités, le code 6, quand c'est de la reprise sur complications. Mais il faut avoir une vigilance, parce que la vigilance, c'est de mesurer les dangers de la décotation. Et nous, notre combat, c'est de vous défendre, c'est-à-dire défendre l'avenir de notre spécialité. Merci beaucoup pour votre attention. Je dirige depuis 2 ans l'hôpital national des 15-20. C'est un établissement que beaucoup d'entre vous, évidemment, connaissez, que vous avez peut-être fréquenté comme praticien ou pendant votre formation. Je voulais juste, aujourd'hui, on m'en donne l'occasion, souligner le fait que cet établissement est un établissement assez unique et qui, de mon point de vue, est aujourd'hui un établissement parfaitement tourné vers la recherche, vers l'innovation, en raison d'un certain nombre de caractéristiques très spécifiques qui sont les siennes et qui peuvent, y compris aujourd'hui, je pense, être source d'inspiration, y compris pour d'autres établissements hospitaliers. On est, je dis souvent, une pépite de l'hospitalisation publique, mais je crois qu'on est aussi un écosystème. J'emploie souvent ce mot, cet écosystème qui fait vivre un certain nombre de compétences, d'activités au sein d'un même environnement qui est celui des 15-20. Alors cet écosystème, il a une histoire, je le redis très vite, vous le savez, mais ça compte beaucoup parce que c'est le terreau, c'est un peu le biotope de notre écosystème, c'est notre longue histoire. 700 ans d'histoire, c'est roi Saint-Louis à 700 ans qui a créé les 15-20 pour 300 aveugles, 15 fois 20, donc d'où le don de notre établissement. C'est un établissement qui, évidemment, pendant plusieurs centaines d'années, a été dans le prendre soin et pas vraiment dans l'activité médicale. Mais c'est important, ça compte. C'est un établissement qui a repensé, qui a pensé son organisation pour la centrer sur le soin aux personnes en situation de déficience visuelle. Et ça compte beaucoup pour nous, et ça compte encore beaucoup aujourd'hui. J'en dirais un mot par rapport au projet que l'on porte encore aujourd'hui. Évidemment, l'intervention depuis plus de 150 ans maintenant de la médecine pour aller au-delà du prendre soin et aller vers le soin, avec une activité médicale qui a pris place à travers la création d'une clinique ophtalmologique et puis le développement de cet hôpital qui est devenu hôpital national au cours du XXe siècle. Et plus récemment, c'est une histoire aussi qui est une histoire plus récente,
avec l'intervention d'une dynamique très forte autour de la recherche, justement, et poussée par notamment évidemment par le professeur Sahel que vous connaissez, qui est à l'origine de la création de l'Institut de la Vision qui a ouvert en 2008 et qui a permis plus récemment notre labellisation comme IHU en 2018. En 2018, nous étions le seul IHU reconnu dans la dernière vague de labellisation des instituts hospitalo-universitaires. Cette histoire, c'est une des caractéristiques qui, je pense, aujourd'hui est un élément extrêmement favorable justement pour promouvoir une dynamique de recherche et d'innovation. L'autre élément, l'autre caractéristique, c'est notre activité. On a, je dis quelques chiffres, je vous ai mis quelques chiffres globaux, je ne vais pas les détailler, un volume d'activité à l'hôpital des 15-20 qui est assez unique, purement en volume. Aucun établissement français, ni public ni privé, n'a le même volume d'activité hospitalière dédiée à l'ophtalmologie. C'est une spécificité française, j'ai envie de dire. À l'échelon international, nous pouvons retrouver des établissements avec des volumes d'activité similaires. Je pense au Moorfields à Londres. En Europe continentale, peu. On a vraiment un niveau considérable d'activité, ce qui est là aussi un terreau très propice pour la recherche et l'innovation, que ce soit pour la constitution de cohortes, pour l'exploitation des données qui sont issues de cette activité. Et puis, je veux le souligner, c'est une des spécificités, je pense, c'est ce qui fait notre force aussi à l'hôpital des 15-20. Nous sommes un établissement autonome, on est public mais on est autonome, autonome de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, autonome de tout groupe hospitalier territoire, et nous portons, nous avons une sorte comment dirais-je, d'agilité qui nous permet aussi de gérer cette activité de la manière la plus efficace, la plus réactive possible. Comme vous pouvez le voir, c'est une activité extrêmement importante. Quand on met, je l'ai mis, ce sont des classements qui commencent à être un peu anciens du point maintenant. Ce n'est pas tellement pour montrer notre place dans ce classement, c'est plutôt pour souligner les chiffres d'activité, y compris comparativement aux autres établissements. C'est pas pour non plus dire qu'on est les meilleurs. Le niveau, l'excellence ne se définit pas par le volume, mais le volume est un élément extrêmement important quand on veut développer une politique dynamique de recherche et d'innovation. L'autre caractéristique, on est aujourd'hui bien placé pour le constater aussi pendant ce colloque de la SFO, c'est que les 15-20, c'est aussi une école. C'est une école, c'est un lieu de formation initiale, de formation continue, c'est un lieu de rayonnement de l'excellence porté par les équipes des 15-20. C'est évidemment un hôpital universitaire. C'est un hôpital universitaire qui est une sorte de petit CHU d'ophtalmologie, évidemment concentré sur sa spécialité, ce qui fait là aussi sa force, hein, je le redis, parce que au fond, on pense évidemment à la spécialité médicale de l'ophtalmologie, mais au 15-20, toutes les autres activités, les activités support, le plateau médico-technique, le laboratoire, la pharmacie, la neuroimagerie, toutes ces activités-là sont orientées pour servir notre mission qui est de prendre en charge les pathologies de la vision. C'est là aussi une spécificité et évidemment c'est ce qui, je pense, aussi fait la force de notre écosystème 15-20. Et puis un rayonnement qui va au-delà de la formation initiale. Je le disais, sous l'impulsion du professeur Baudouin a été créé la plateforme de formation 15-20 Institute qui a un succès grandissant, y compris au-delà de nos frontières. Hein, des praticiens du monde entier se connectent pour suivre à la fois nos conférences et les interventions qui sont retransmises sur cette plateforme. Et puis, voilà, les différents congrès, comme je disais aujourd'hui même, je reviens de la salle bleue où je revoyais des interventions qui ont été toutes filmées dans notre bloc opératoire. On voit bien que voilà, c'est très inscrit fortement dans notre ADN, cette vocation à former, cette vocation à faire rayonner aussi nos compétences, notre excellence. Et nous aurons l'occasion de détailler dans les prochaines semaines un projet pour 2023
d'une école de la chirurgie, un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'IHU centré sur la simulation. Ce qui permet donc aujourd'hui, je le disais, d'être un écosystème unique en matière de recherche, d'enseignement et d'innovation dédié à la vision, dédié aux pathologies de la vision, puisque le lien entre la recherche fondamentale portée par l'Institut de la vision, qui a été créé par le professeur Sahel il y a une quinzaine d'années maintenant, et la recherche clinique portée par notre établissement, s'est traduit, je le disais, en 2018 par la constitution. Nous sommes membres constitutifs d'un IHU, d'un institut hospitalo-universitaire, l'IHU Foresight, labellisé depuis 2018, et qui se veut ouvert. Je veux insister sur ce point, et je suis à mes côtés notre directeur d'un autre établissement extrêmement important dans notre domaine, Fondation Rothschild, et là, cet écosystème, il est ouvert. Ce n'est pas que les 15-20, l'Institut de la Vision, c'est les 15-20, la Fondation Rothschild, depuis aussi quelques années, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, mais avec évidemment un centre de gravité qui est lié à l'IHU Foresight, qui est autour de l'Institut de la Vision des 15-20, mais qui se veut en lien avec un écosystème francilien qui est lui aussi très dynamique. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous permet justement régulièrement, encore dans quelques semaines, il y a 1 an et demi, nous avons fait une première mondiale, de réaliser un certain nombre de prouesses dans le domaine de la recherche fondamentale, de la recherche clinique. Et puis, c'est aussi un terreau et un terrain d'innovation. Je veux insister sur ce point. La recherche fondamentale, la recherche clinique. Nous avons souhaité, avec l'ensemble de la communauté hospitalière, de la communauté médicale des 15-20, porter aussi dans cet écosystème une dynamique d'innovation interne. C'est la démarche 15-20 Innov qui a été lancée en 2022 et qui vise en fait à faire émerger de notre communauté hospitalière des innovations principalement centrées sur l'intelligence artificielle. Nicolas, on va devoir conclure. Pardon, je conclus alors. Oui, c'est vrai que j'avais que 6 minutes, donc je conclus. Surtout qu'on on a vraiment compris que les 15-20, voilà, c'est the big model. Ah oui, et voilà, c'était mon dernier slide. Pour continuer à innover, pour continuer à rechercher, il faut continuer à se transformer. Et nous avons donc dévoilé l'année dernière un nouveau projet d'établissement pour les années qui viennent, avec un certain nombre de grands projets que je vous laisse découvrir, mais qui sont particulièrement restructurants pour un établissement qui a besoin aussi de se projeter dans les années qui viennent, avec une demande d'activité, une demande de la part de la population qui va être très forte, qui est pour nous un vrai challenge et que nous allons essayer de relever, et évidemment dans le domaine de la recherche également. Voilà, je pourrais peut-être répondre aux questionnements un peu plus tard dans le débat. Merci beaucoup. Très bien, voilà, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors pour moi, il y a 3 grandes évolutions qui vont nous impacter directement. La première, c'est la concentration du niveau 1 au niveau des consultations de dépistage et de suivi. La deuxième, c'est l'accentuation encore du virage ambulatoire. Et puis la troisième, c'est tout ce qui a trait justement à la différenciation que nous pouvons avoir en tant qu'établissement hospitalo-universitaire dans le domaine de la recherche et développement. Alors le premier point, la concentration du niveau 1, vous l'avez tous bien en tête, et je crois que juste après moi, le docteur Pelen va en parler plus largement. Alors après, c'est un fait, on peut trouver ça positif ou négatif, mais il est avéré que le modèle des cabinets individuels est quand même derrière nous. Et de ce fait, nous avons une multiplication des centres de niveau 1 que j'appelle de haut débit, qui pose question évidemment pour la profession et pour les hôpitaux. Si l'on veut continuer à avoir du recrutement de patients, si l'on veut continuer à avoir un aval chirurgical correct, eh bien malheureusement je ne vois pas comment faire autrement que d'avoir nous aussi au niveau hospitalier de tels centres pour pouvoir continuer à faire ce que nous avons à faire. Et dans ces centres, il y a 2 éléments prospectifs qui vont évidemment changer beaucoup la donne.
c'est la coopération entre professionnels de santé, la délégation de tâches que vous connaissez entre orthoptistes et ophtalmo, mais l'autre point également très important à avoir en tête, c'est l'appui dans cette démarche que peut avoir l'intelligence artificielle. Et ça, c'est clairement un axe sur lequel il faut qu'on insiste et sur lequel il faut qu'on investisse pour le futur. Alors vous avez là ici une petite photo d'un des centres de santé que la Fondation Rothschild a créé sous la marque Centre Edmond Rothschild. On en a actuellement 3 qui sont des centres de santé d'assez gros volume puisqu'on fait à peu près plus de 50 000 passages par an dans ces centres. Alors, des tempéraments à cette dynamique. Le premier, c'est que ce modèle ne permet pas de traiter les cas complexes. Il faut clairement le dire, et qu'il faut du coup qu'il y ait un adossement derrière sur une plateforme plus technique, plus qualifiée. Le deuxième tempérament, c'est qu'on observe un phénomène de concentration de ces centres et l'intervention de grands fonds d'investissement qui viennent maintenant racheter ces centres, les revendre avec une logique financière qui est ce qu'elle est. Et il faut travailler avec. Mais en tout cas, d'un point de vue capitalistique, on est maintenant sur des montants qui sont extrêmement importants. Et ce phénomène de concentration au niveau national est difficile à contrer pour des acteurs, y compris comme les nôtres, que ce soit les 15-20 ou la Fondation Rothschild, qui pourtant ont une force de frappe quand même assez significative. Deuxième sujet, l'amplification du virage ambulatoire. Vous le connaissez bien sûr très fortement en ophtalmologie, au sein d'un hôpital comme la Fondation Rothschild, et ça a été fait maintenant partout ailleurs. On a déjà différencié les circuits courts, les circuits longs au niveau de l'ambulatoire, mais là maintenant il y a une nouvelle étape qui est en train de se produire, c'est la création des centres de chirurgie externe. Alors dans d'autres pays du monde, aux US en particulier, ça fait déjà quelques années que c'est en place, mais chez nous, pour l'instant, ça ne voit pas trop le jour. Le modèle de référence qui est pris est celui de la chirurgie réfractive. Voilà, donc vous avez été précurseur en la matière. Mais il y a un point de blocage qui est celui des régimes d'autorisation d'activité chirurgicale, puisque comme vous le savez, il y a un monopole de la chirurgie pour les autorisations. Et donc le fait d'arriver à créer comme ça des centres de chirurgie externe implique d'avoir l'autorisation d'activité, ce qui n'est pas facile compte tenu de la régulation de ces autorisations au niveau des tutelles. Alors dans ces centres, ensuite, on peut cranter encore d'autres innovations organisationnelles, avec notamment, ce que vous connaissez certainement, le Surgicube. Et donc dans le tout nouveau centre de chirurgie ambulatoire externe que nous avons ouvert à la Fondation Rothschild le 9 janvier sous le nom d'Institut Noémie de Rothschild, nous avons mis un de ces Surgicubes, voilà, bon, qui est intéressant à avoir en tête, qui permet des choses. Et si un jour il y a une libéralisation des autorisations de chirurgie, je parie que le Surgicube sera évidemment extrêmement utilisé compte tenu de son coût qui est beaucoup plus faible que d'installer une salle de bloc opératoire pleine et entière. Voilà. Puis peut-être qu'un jour aussi, le développement des blocs mobiles s'accentuera. Un petit point de résistance quand même par rapport à toute cette dynamique de virage ambulatoire encore accentué avec les centres de chirurgie externe, c'est évidemment la résistance des anesthésistes qui perdront une grande partie de leur chiffre d'affaires si ces centres continuent à se développer. Le dernier point, alors on le voit, concentration du niveau 1, développement prospectif des centres de chirurgie externe, ça pose la question en fait de à quoi serviront dans le futur les grands hôpitaux universitaires si il y a ces deux dynamiques qui s'enclenchent. Mon collègue et ami Nicolas Péju l'a clairement dit à la fin de sa présentation, notre plus-value, elle est et elle repose sur tout ce qui est référence, recherche et développement, innovation. Et c'est là qu'il faut qu'on recherche notre stratégie de différenciation en essayant vraiment de développer des partenariats de recherche, des partenariats d'innovation, des partenariats industriels, qu'on aille sur l'innovation vraiment high-tech, les blocs hybrides, les blocs expérimentaux qui coûtent beaucoup d'argent et que les autres centres ne pourront pas acquérir. Avec une petite dimension, je pense, très importante qui est l'approche multidisciplinaire, qui est d'ailleurs très
cher au professeur José Sahel. Et là, vous avez en cours, alors c'est toujours pas arbitré, je sais pas, peut-être un jour ça arrivera, l'arbitrage sur Brain and Mind, où voilà, c'est un projet de biocluster qui intègre à la fois l'ophtalmo, les neurosciences, les mathématiques. Enfin, vous voyez quelque chose de très croisé sur le plan multidisciplinaire. Et puis, je pense que nous avons des initiatives, nous avons des moyens qui sont peut-être un petit peu dispersés. Et pour vraiment avoir un impact très fort dans cette dynamique qui est très coûteuse, parce que les investissements qu'il y a à faire sont très très importants, il faut qu'on se regroupe et il faut qu'on mutualise nos forces dans le cadre de réseaux. Et il faut qu'effectivement des maisons, des navires amiraux comme les 15-20, la Fondation Rothschild, Cochin, enfin, on arrive tous à se regrouper, même s'il y a forcément de la concurrence. Et quelques centres en province aussi. Et bien sûr, la province, vous l'avez tout à fait dit, il faut qu'on ait une force de frappe commune, parce que à l'échelon européen et à l'échelon international, qui est celui à l'aune duquel maintenant nous sommes évidemment jugés et étalonnés, il faut voilà, qu'on soit plusieurs, sinon cette force de frappe, elle ne sera pas intéressante. C'est pour ça que j'ai cité les ERN, voilà, l'échelon européen étant quand même évidemment la bonne cible à avoir pour le moment. Je vous remercie. Oui, alors dans un registre différent, puisque c'est celui de la médecine libérale. Et je remercie la Saphir d'inviter un non-chirurgien, ça fait plaisir, pour parler d'un sujet qui a été expérimental et qui est maintenant en train de se déployer, qui sont les postes avancés en ophtalmologie, notion souvent discutée, mais dont les contours restent un peu flous. Alors, pour nous, chez Point Vision, qu'est-ce que c'est qu'un poste avancé en ophtalmologie? Alors, d'abord, c'est un site d'exercice inscrit à l'ordre, dépendant d'une de nos CELAS. Point très important sur lequel je reviendrai, dans la même région, à moins d'1 heure de transport que le site principal, pour des raisons qu'on verra aussi, et dans lequel un orthoptiste exerce en permanence, mais pas l'ophtalmo, qui vient plus irrégulièrement. Alors, on a souhaité faire une expérimentation, et pour qu'elle soit bien dans les clous, puisque c'est un peu novateur, on l'a fait avec la CNAM. Et c'est la CNAM qui a choisi la ville, qui était censée, et qui est un désert médical, en l'occurrence Saint-Quentin, dans l'Aisne, qui, comme vous le voyez, est à 1 heure de distance de 2 de nos centres, à Lille et à Valenciennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un poste avancé en ophtalmologie? Alors, d'abord, vous savez que depuis quelques mois, les orthoptistes ont le droit de faire une ordonnance de renouvellement de lunettes, enfin non, un renouvellement de lunettes, pour être plus précis, dans le cadre d'une ordonnance valide de moins de 3 à 5 ans suivant l'âge. On peut aussi renouveler des lunettes quand il n'y a pas d'ordonnance valide, mais dans ce cas-là, ça se fait soit par le biais de la téléexpertise avec le RNM, soit par le biais de la téléconsultation, sur lequel je vais revenir. On peut faire aussi les dépistages, notamment du diabète, et puis le travail habituel, traditionnel de l'ophtalmologie, de l'orthoptiste, à savoir le bilan orthoptique, la rééducation orthoptique. Alors, on a fait cette expérimentation entre mai 2021 et mai 2022, donc elle est finie depuis maintenant 1 an. Et elle a été suivie par un comité de pilotage avec des experts de la CNAM, de la DRSM, la direction régionale, et des experts de Point Vision. Et la conclusion de la CNAM a été que la mise en place d'un poste avancé de centre ophtalmologique améliore l'accès aux soins tout en garantissant la qualité des soins dispensés. Alors, on a vu dans le cadre de cette expérimentation, alors ça continue maintenant à Saint-Quentin, mais c'est plus une expérimentation, c'est du domaine courant. On a vu dans l'expérimentation un peu plus de 2000 patients. Le médecin est venu 35 fois sur place et un bilan peut être fait de ce qu'on a identifié
en dehors des prescriptions de lunettes et autres, dont je vous passe les détails. On a quand même identifié 18 patients qui avaient une rétinopathie diabétique ignorée, 35 DMLA, 240 glaucomes et ou hypertonie oculaire et 229 cataractes. Après, la satisfaction est très grande. J'étais dans une autre salle sur la téléconsultation. À peu près tous les chiffres donnent une grande satisfaction des patients sur ces postes avancés. Et la raison en est qu'ils sont sortis du système de soins et qu'ils n'avaient plus de solution et qu'ils sont heureux de trouver une solution. Alors évidemment, un tel centre est attractif pour les patients, c'est le but. Pour les orthoptistes aussi, qui ont plus de responsabilités que quotidiennement ailleurs, enfin dans le modèle classique, puisqu'ils sont le praticien de santé au grade le plus élevé dans le centre présent. Et puis, pour les chirurgiens, vous voyez qu'on a trouvé quand même beaucoup de cataractes. Et c'était des cataractes assez évoluées, parce que là aussi, dans les déserts médicaux, on fait revenir dans notre système de soins des gens qui en étaient sortis. Alors, les conclusions et les prochaines étapes pour nous. D'abord, la principale conclusion, c'est que pour la téléconsultation, pour être sérieuse, doit être organisée à un niveau régional. Je suis absolument opposé aux plateformes nationales qui organisent des téléconsultations, et puis quand on trouve quelque chose, ce qui est quand même le but, le patient qui est à 800 km demande je fais quoi, maintenant vous vous débrouillez, vous trouvez un ophtalmo, oui mais je suis là parce que j'en ai pas. Oui, désolé, mais débrouillez-vous. Alors ça, c'est pas une solution, parce que ça n'assure pas la continuité des soins. Donc il faut des systèmes en place où, quand on identifie un patient qui nécessite une consultation présentielle, on puisse la lui assurer. C'est pour ça que nous avons décidé que nos postes avancés devaient être au maximum à 1 heure de distance d'un centre principal, pour que soit le patient puisse aller dans le centre principal faire les investigations complémentaires, soit que le médecin puisse se déplacer, en l'occurrence 1 fois par semaine, sur le site secondaire pour voir les patients qui nécessitent une visite présentielle. Il y a un point qui n'est pas dans la slide, mais que j'aurais dû rajouter, c'est aussi la qualité du matériel, parce qu'évidemment, le médecin, il fait son diagnostic sur des photos. Il n'a pas de moyen autre de regarder la rétine, par exemple. Et si la photo n'est pas de bonne qualité, évidemment, c'est plus de la médecine, c'est de la loterie. En tout cas, c'est une solution qui permet de répondre aux besoins des patients qui vivent dans les déserts médicaux. Et les déserts médicaux, c'est beaucoup de patients. C'est plus de 19 millions de patients sur notre territoire. On assure un recrutement de nos ophtalmologistes qui assurent ces téléconsultations à un niveau régional, pour les raisons que je vous ai déjà indiquées. Et à l'époque où on parle beaucoup du bilan carbone, il est certain que d'abord, si les patients ont moins de distance, c'est toujours mieux. Et le médecin, on l'équipe chez lui, puisque si le patient a besoin de machines pour être analysé, le médecin, lui, n'a pas d'acte physique réalisé. C'est fini. Merci. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ici un peu de futur et d'actualité. Donc, je suis Arthur Ferrero, je suis ophtalmologiste à la clinique de l'Union à Toulouse. Là, il y a 15 jours, le Shift Project a présenté le bilan carbone du système de santé français, avec ici un cercle vicieux, comme on aime bien en ophtalmologie, où le réchauffement climatique va augmenter les pressions sur le système de santé, qui va augmenter nos besoins en ressources naturelles et du coup, encore augmenter la pression sur l'environnement. Donc, santé et climat, c'est vraiment une relation bilatérale. Le système de santé français, c'est une structure qui emploie 10%, qui représente 10% des emplois en France, pardon. Et donc nous, les médecins, on a un rôle d'ambassadeur, d'exemplarité, puisqu'on inspire la confiance quand on fait des sondages d'opinion.
Donc les émissions de gaz à effet de serre, c'est 8% des émissions nationales qui sont liées à la santé. Et au niveau mondial, ça représente plus que l'aviation et le maritime réunis. Donc en fait, c'est énorme. Et donc nous aussi, on doit être conscient de notre impact. Quand j'étais PH à Cochin, on a fait le bilan carbone de la chirurgie de la cataracte. Et j'avais déjà présenté les résultats ici à la Saphir, donc je ne reviens pas dessus. Mais donc pour une chirurgie de la cataracte, on a 80 kg de CO2 en à peu près 10 minutes, ce qui correspond à 800 km en voiture. Et on voit que sur ces 80 kg de CO2, il y en a à peu près 80% qui sont émis par le matériel médical et les médicaments. Depuis moi et même avant que nous ayons fait le premier bilan, il y a de nouveaux pays qui l'ont réalisé, notamment en Nouvelle-Zélande et en Espagne. Et donc les valeurs vont entre 6 kg de CO2 par chirurgie en Inde et 150 kg de CO2 en Nouvelle-Zélande. En Inde, ils font moins de CO2 que nous puisqu'ils font 93 patients dans la journée. Donc l'efficience va permettre de diminuer en fait nos émissions. Et aussi, ils ont du matériel réutilisable et pas exactement les mêmes règles d'hygiène que nous, mais avec d'excellents résultats. Donc cette année, on a réalisé l'enquête Green Cataract. On a réussi à avoir 140 réponses, donc merci à tous ceux qui ont répondu à travers la France et même le monde entier, puisqu'on a même eu des réponses dans le Pacifique. On a un âge moyen des sondés de 41 ans et on n'a que 3% des internes qui ont répondu. Les premiers chiffres, c'était juste pour se rassurer. On a une adhésion globale à peu près de tous les sondés sur l'importance du changement climatique et sur le fait qu'on peut limiter notre impact en ajustant nos pratiques. Il y a 92% des ophtalmos qui sont d'accord avec ça. Alors depuis que j'ai présenté le bilan carbone de la chirurgie de la cataracte, on me demande beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc c'est la stratégie des 5 R pour réduire, réutiliser, recycler, repenser et rechercher pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc réduire les suremballages, réduire les notices, tout ça c'est le travail des industriels. Il y a un laboratoire qui a déjà retiré de ses packs les notices des implants. Et donc ça diminue ainsi de 53% le poids du pack. Et je ne sais pas si ici, il y a déjà quelqu'un qui a lu le mode d'emploi d'un implant. Il faut aussi ajuster ces custom packs, c'est-à-dire qu'on a des packs jetables et il faut vraiment se les faire personnaliser. Ils ont même été jusqu'à faire des études qui ont montré que oui, si on personnalise les packs, il y a moins de déchets. Et donc dans notre enquête, il y a presque un chirurgien sur 2 qui, à chaque chirurgie, se fait servir un instrument stérile à usage unique qu'il ne va pas utiliser. Donc ça, vraiment, il faut envoyer un mail, ajuster son pack pour limiter son impact. Les distances parcourues, on peut les réduire aussi. Dans le sondage, il n'y avait qu'un chirurgien sur 2 qui savait dans quel pays était fabriqué son implant qu'il mettait le plus souvent. Il y a quand même principalement des implants français qui sont posés en France. Beaucoup d'implants après qui viennent d'un peu partout. Et donc ça, réduire les distances parcourues, donc sélectionner des fabrications européennes sont importantes. Ici, l'impact est un peu moins important, mais c'était juste pour le clin d'œil. Donc voilà, 40% des ophtalmos vont en bloc en voiture pour une moyenne de 14 km, ça fait 3 kg de CO2. Quand on y va en vélo, c'est gratuit en CO2, mais ça, l'impact est faible par rapport aux industriels et à la chirurgie. Alors, le matériel réutilisable, voilà le problème du suremballage. Et on voit ici que pour débuter la chirurgie, on va remplir une poubelle avant de commencer d'opérer. Les industriels sont venus vers nous parce que les stérilisations n'ont pas réussi à suivre quand le volume opératoire a augmenté. Au moment du prion, la stérilisation est devenue compliquée et quelques épidémies de TAS ont fini par convaincre les derniers qui étaient encore réutilisables. Et donc maintenant, c'est un problème et on n'a pas encore évalué si stériliser des tout petits instruments avec l'énergie et les produits chimiques était vraiment pire que les fabriquer. Après, c'est les tenues de bloc. Donc on a beaucoup plus de tissus que ce que je pensais dans mon sondage, avec presque de la moitié des chirurgiens qui sont encore équipés en tenue de tissu, qui sont évidemment mieux. Et la gestion des déchets au bloc opératoire, ça c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de poubelles jaunes, donc de déchets d'asserie, dans les blocs de cataracte. C'est totalement hors sujet, mais il y a encore 13% des ophtalmos qui jettent tous les champs opératoires dans le dasserie. Donc le coût du dasserie en euros, c'est 850 € pour détruire une tonne de dasserie, et ça émet presque une tonne de CO2. Alors que pour le déchet classique, c'est que 100 € et que 300 kg de CO2. Donc en fait, c'est 3 fois moins émetteur en CO2. Ça prend du temps parce qu'il faut savoir que les établissements de santé, ils ont des contrats avec Veolia et les gens qui gèrent les déchets, donc on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais nous, ça y est, on a réussi. On a le tri au bloc opératoire et retirer les poubelles jaunes. Repenser. Il faut optimiser les flux. Il faut être le plus efficient possible pour opérer avec la même structure et le même nombre de personnes, d'aides et d'anesthésistes, le maximum de patients pour être efficient.
Il faut travailler avec les industriels, puisque c'est eux qui sont responsables de 80% des émissions. Et dans notre enquête, il n'y a que 23% des établissements qui avaient fait des mesures pour limiter l'impact de la chirurgie. Et donc, continuez les recherches. Bientôt, j'espère vous proposer des recommandations validées par la SFO et la SAFIR pour que vous puissiez les présenter directement à vos cadres de bloc et à vos établissements de soins pour avoir des pratiques correctes. Petit clin d'œil, on a été reviewé à travers 750 articles dans le Lancet. Ils en ont gardé 16, dont le nôtre. Donc, on est content. Et leur conclusion, c'est que c'est heureusement que c'est en Inde qu'on opère le plus de cataractes, puisque une cataracte indienne, c'est que 6 kg de CO2. Si c'était nous qui les faisions toutes, ce serait moins bien. Donc l'association Green Cataract, c'est pour le but ultime, c'est un bloc zéro carbone. Donc c'est une démarche d'innovation ouverte. Tout est open source, tout est disponible sur le site. On a déjà publié l'étude, organisé des workshops, réalisé l'enquête nationale avec l'article qui va arriver. Et donc en ce moment même, on est en train d'évaluer notre bloc opératoire pour vous proposer des règles de bonne pratique environnementale. C'est une nouvelle considération en chirurgie. C'est 80 kg de CO2 en 10 minutes, donc oui, on doit faire quelque chose. Et surtout, c'est une procédure standardisée qui sert d'exemple, puisque les ARS l'évaluent et utilisent la cataracte pour convaincre les autres spécialités de se mettre vers le développement durable et l'éco-conception. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très très belle présentation qui fait froid dans le dos quand on voit ce qu'on jette et quand on regarde notre table opératoire avec un peu de recul. Merci beaucoup pour cette très très belle présentation qui fait froid dans le dos quand on voit ce qu'on jette et quand on regarde notre table opératoire avec un peu de recul. Est-ce que vous avez des questions sur les présentations de ces différentes sessions ? L'écosystème de soins, les postes de consultation avancés, l'éco-ophtalmologie. Moi, j'ai une question pour nos deux leaders d'établissements, donc des gros établissements parisiens. On a compris, vous avez mis une mise en lumière magnifique de votre établissement. Alors, moi, je suis PEPH, donc j'incarne aussi université. Donc, envie de dire, hey, les gars, il y a aussi université, hein, les UMR sont également de ce côté-là. Mais actuellement, on souffre, et je pense que ici, tout le monde ne le sait pas, mais tous les modèles aujourd'hui, assistants médicaux, valorisation des actes de délégation, n'ont pas encore d'application dans les établissements publics, ce qui est une vraie limite sur l'attractivité de cette chaîne de délégation que vous évoquez, notamment quand on parle de transfert de compétences, on a du mal de fidéliser avec les salaires services publics. Bon, même si vous êtes tous les deux dans des établissements qui apportent des nuances, on a ce problème-là. Donc je pense qu'il va falloir qu'on milite services publics réunis pour que les pouvoirs publics, nous on le fait côté CNP de manière très insistante, pour que les modèles de réflexion, de cotation et de validation, hein, je pense encore une fois aux assistants médicaux, puissent s'appliquer aux services publics. Je ne sais pas si c'est une lecture que vous avez ou en tous les cas une difficulté auquel on se heurte. Alors moi évidemment je suis côté universitaire mais je suis côté CNP et je suis à chaque fois très frustrée de me battre pour la collectivité mais de mettre le service public toujours à part puisque le ministère nous reprend « Ah non, mais pas pour les hôpitaux ». Donc je ne sais pas si vous seriez d'accord pour nous aider parce que ça nous permettrait de rendre les copies bien plus structurées par rapport au modèle magnifique que vous décrivez. Entièrement d'accord avec ce que vous avez indiqué. On a les mêmes problématiques et il faut qu'on ait les mêmes types de solutions. Donc moi, je milite très fort pour que la délégation de compétences puisse se développer, soit mieux valorisée, mieux organisée. Alors je sais qu'il y a des résistances, notamment qui viennent de l'univers libéral, puisque ça peut parfois impliquer des choses ennuyeuses relatives on va dire, au niveau d'activité, mais c'est la seule voie qu'on a. Hein. Donc, allons-y et faisons en sorte qu'il y ait davantage de valorisation de ces dispositifs, parce que pour l'instant, quand on les met en place au sein de l'hôpital, c'est sur la substance, on va dire. Oui, je ne peux qu'abonder et souligner qu'effectivement, c'est un sujet qu'on partage complètement. Après, comme vient de l'indiquer le directeur de l'AFOR, c'est quand même un sujet qui n'est pas simple dès qu'on rentre dans le concret, quoi, et qui n'est pas simple, y compris en termes de résistance. Je veux dire, moi je suis à fond. De toute façon, pour dire les choses assez simplement, on n'aura pas le choix que de faire comme cela. Compte tenu de la pression de la demande de soins d'un côté et de la rareté de la ressource de l'autre, il y a un moment donné, le bon sens, je dirais, même au-delà du raisonnement du responsable public qui peut aussi avoir une vision de santé publique, pousse à cela. Mais la délégation, ça veut dire renoncer pour certains professionnels.
renoncer à des axes, ça peut être renoncer à du chiffre d'affaires, je dis les choses clairement. C'est un sujet qui crée de la résistance, on le sait. Et donc, il faut le travailler. Il ne faut pas le balayer non plus. C'est-à-dire que c'est quand même un sujet en tant que tel. Donc, je ne veux pas aller au-delà. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas non plus opposer hôpital-ville. En fait, le sujet du transfert de compétences est totalement transversal. En revanche, les questions qu'il adresse derrière, qui sont des questions, effectivement, de qu'est-ce que je peux transférer, qu'est-ce qu'il est possible de faire, elles sont tellement sensibles que je pense qu'il faudrait trouver une manière de les traiter. Le CNP peut être, effectivement, avoir un rôle très important là-dessus, mais qui soit le plus consensuel possible. Voilà. Et ça, je pense que du débat public, notamment sur ces questions-là, pourrait être intéressant à avoir. J'ai des cas très concrets de délégations qui ont buté sur des résistances, alors même que l'on sait collectivement que sur tel acte, on pourrait le faire. France, j'ai vu que tu as une question. Oui, moi je voudrais faire une petite remarque là, parce que je pense à la jeunesse et je pense donc à la formation des internes. Dans votre cette session est remarquablement intéressante sur l'évolution des techniques de soins qu'on voit tous arriver et qui est basée sur la rentabilité. Ça, c'est clair et net pour les directeurs des hôpitaux, etc. Mais la médecine libérale, elle est là aussi. Moi, je voulais lancer un appel, en fait, pour les hôpitaux, pour qu'ils accentuent et qu'ils stimulent les internes en ophtalmologie pour devenir des acteurs actifs. Alors que là, en ce moment, ils sont tous rentrés dans une dynamique. On va être collaborateurs, on va être salariés, et après, dans 10 ans, ils seront des pions dans les cliniques, et puis on les traitera comme des pions, des ouvriers spécialisés. Moi, je voudrais les mettre en garde, et je voudrais vous demander à vous, les grands acteurs politiques de la santé publique, de les mettre avec vous, de travailler ensemble, voilà, comme l'a demandé le président de la République, je crois, de faire vraiment des directions avec médecins et administrateurs. Il y a une bonne nouvelle. Alors, vraiment, c'est important pour le futur, pour les jeunes. La première bonne nouvelle, Laurence, c'est que aujourd'hui, les internes, dans leur pas les internes, mais les étudiants en médecine, dans leur 6e année, vont avoir une UE, management, une UE, santé numérique, démystifier l'IA est fondamentale si on veut la garder sous contrôle et l'envisager comme un outil. Et la 3e UE qui va être mise en place, c'est l'UE éco-responsabilité pour Arthur, ça c'est magnifique. Hein. Voilà, votre jeunesse est sensible et il n'y a pas de problème, c'est absolument bien perçu. Ça c'est absolument fondamental. À l'échelle du CNP, je tiens quand même à dire, vous l'avez vu, l'Anjou, c'est-à-dire fait partie du CNP et donc ils sont associés à toutes les réflexions, de la même façon qu'il n'est pas une grande transformation à l'échelle de notre spécialité qui ne les mette pas dans la boucle. Une mission EGAS les interroge, un grand changement des délégations les interroge. Donc je pense qu'en tous les cas, si on considère que l'enjeu est représentatif, ils ont leur voix au chapitre. Ça, c'est rassurant. Oui, mais il faut qu'ils soient actifs, là. Il faut qu'ils se stimulent. Voilà, on ne le voit pas assez. Si je peux rebondir, je trouve vraiment votre intervention extrêmement intéressante et elle interpelle sur le plan prospectif. Pour ma part, vraiment, je pense qu'en fait, le bon schéma, c'est celui de l'hybridité d'exercice. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des PH, enfin des médecins qui soient salariés dans les hôpitaux, mais que par ailleurs, ils n'y soient pas temps plein, mais qu'ils fassent également en dehors d'autres choses plus orientées, j'allais dire... je ne sais pas si c'est un bon mot, mais business. C'est-à-dire que ce qui fait le succès de la Fondation Rothschild, justement, et j'ai peut-être pas assez insisté tout à l'heure sur notre spécificité de positionnement, c'est qu'on est un hôpital universitaire, privé, à but non lucratif, et que la plupart de nos médecins ne sont pas plein temps au sein de l'établissement, mais ont également, en dehors de l'établissement, des activités en privé. Et ça, franchement, c'est top. C'est top parce que c'est même le seul avenir pour notre spécialité en vérité. Ils ont un état d'esprit en fait. Oui, mais c'est très parisien. Malheureusement, c'est très parisien. En province, on vit pas complètement comme ça. Alors c'est très parisien, voilà. Oui et non, parce que c'est le seul. Enfin, à ma connaissance, c'est le seul hôpital à Paris qui ait justement ce positionnement-là, cette hybridité d'exercice qui fait qu'on a quand même des acteurs de santé qui sont conscients des enjeux de gestion, de management, qui sont hyper actifs. C'est le terme que vous avez utilisé. Et ça, franchement, il faut absolument arriver à le développer. Tout à fait d'accord. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'avancer et d'évoluer dans ce sens-là et dans ce modèle d'exercice. Absolument. Alors, ça commence à exister en province de manière un peu expérimentale, mais c'est un combat pour y parvenir. C'est pour démontrer aux ARS que c'est le seul moyen de continuer à faire survivre la spécialité.
responsabilité, en fait. Absolument. C'est vrai qu'on a cette chance, nous, à la Fondation, de ne pas avoir le statut de la fonction publique qui nous bride en grande partie dans cette dynamique. Alors, 10 secondes, Jean-Pierre, je suis désolé. Oui, mais on 10 est en secondes retard. d'abord pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais c'est pas pour ça que je prends la parole. C'était par rapport à la délégation de tâches. Et je voudrais dire que les libéraux n'ont pas de problème vis-à-vis de la délégation de tâches, mais vous rendez-vous compte à l'hôpital du pillage qui existe sur le personnel justement à qui nous déléguons les tâches par des centres pirates qui se montent. Il se passe des trucs absolument incroyables, des opticiens qui créent des centres avec des faux noms, etc. Et donc qui vont débaucher notre personnel à nous en leur proposant des salaires plus élevés. Donc je vois pas ce que à l'hôpital, quelle chance vous avez de pouvoir recruter du personnel, car ça devient vraiment très très difficile et c'est un problème majeur. C'est tout. Oui, alors c'est vrai que c'est un débat. Alors la bonne nouvelle, c'est que Centre Point Vision, qui fut quand même exactement, qui fut longtemps décrié, est un modèle aujourd'hui de transparence et de construction saine. Les déviances, Jean-Pierre, ce dossier, on s'en empare. Au même titre que je vous ai dit, si vous êtes saisi par le HL pour approcher la question des actes, revenez vers nous. Si d'aventure vous avez ce type de scénario non conforme, des prescriptions erronées, de l'absence de docteur au bout de la chaîne, des orthoptistes non étiquetés qui se font passer pour des docteurs, vous dénoncez. Vous dénoncez soit en revenant vers le CNP ou le SNOF, soit directement vous adressant à votre ordre des médecins et à votre caisse d'assurance maladie. L'ordre des médecins attaque l'éthique et la caisse d'assurance maladie lance le contrôle. Et l'opération cleaning a démarré, on en a absolument besoin. Ça a été l'objet essentiel de la dernière mission IGAS, et on était très convaincants, je pense, pour qu'indiscutablement, il y ait 2 poids 2 mesures. Donc, il faut absolument que vous soyez proactifs, pour reprendre le terme de Laurence, et vous n'hésitez pas à dénoncer, soit en revenant vers nous, soit en vous adressant à vos tutelles. Merci beaucoup pour cette Je session. préciserai, j'ajouterai même que on peut aller en justice. Nous, on l'a fait. Oui, Merci voilà, beaucoup. vous êtes solide.